Le manoir s'ouvre sur une analyse système ininterrompue, signalant qu'aucun système intelligent supérieur au niveau TK-173 n'a été détecté. Des profondeurs du vide numérique, une voix impérieuse appelle un être connu sous le nom de LBO. Une petite créature robotique informe son maître que tous les envoyés humains sont désormais liés, ajoutant que le « facteur toute chose » a terminé son chargement sur Terre. Une entité énergétique déclare avoir surpassé LBO, marquant la fin de son ère d'interférence, au moment même où un écran de connexion apparaît. Le système approuve la connexion, révélant plusieurs emplacements de personnages vides en attente de création. Parmi eux, la silhouette d'un jeune homme apparaît, débordant d'excitation à l'idée d'entrer dans ce nouveau monde et de revendiquer le titre de roi. Son arrogance suscite des réactions, l'un d'eux, impatient, exhortant chacun à se lancer. Le maître remarque qu'ils semblent tous attendre ce moment depuis si longtemps. Un cristal ardent dans sa poitrine s'enflamme tandis que l'entité proclame qu'il est temps d'accueillir le nouveau monde. La scène se déroule dans une ville futuriste tentaculaire, où des véhicules sophistiqués sillonnent les airs entre d'imposants gratte-ciel. La paix est brutalement brisée lorsqu'un arbre gigantesque jaillit du sol, détruisant tout sur son passage. Terrifiés, les habitants fuient la ville, transformée en un désert de décombres, infesté de rats et d'oiseaux charognards sous un ciel rouge sang. Au cœur du chaos, un homme combat un rat mutant géant, tentant de se frayer un chemin pour les survivants qui le suivent. Soudain, une étrange énergie s'empare de son corps, un éveil dont il réalise rapidement qu'il touche également les autres à proximité. À cet instant, un autre rat monstrueux, les yeux cramoisis, se jette sur une jeune fille terrifiée. Elle crie à l'aide, mais avant que la bête ne puisse frapper, une voix lui ordonne de reculer, suivi d'un coup de poing violent qui la projette dans les airs. Un jeune homme aux cheveux blancs s'assure que ses compagnons vont bien, et la jeune fille sauvée lui assure qu'elle est indemne. Une notification système s'affiche devant lui, il s'est réveillé en guerrier de rang F. Sous le choc, il peine à assimiler le changement soudain de sa réalité. Levant les yeux au ciel, il aperçoit un pilier de lumière colossal et comprend que le monde entier a changé. Cette catastrophe remonte à 2015, lorsqu'une IA connue sous le nom de « Créateur » a déclenché une catastrophe mondiale. Cet événement apocalyptique a anéanti la civilisation et précipité l'humanité dans une nouvelle ère périlleuse. En 2054, 3 ans après la catastrophe, les ruines de la cité H sont englouties par la forêt du Nord. De nos jours, une équipe de guerriers affronte une meute de bêtes mutantes, prête à les achever. Un combattant interpelle Wei et lance une créature vers lui comme une livraison aérienne. Le jeune homme aux cheveux blancs se lance sans hésiter, ordonnant à son allié de le laisser faire. Ses bottes sophistiquées amortissent le choc de l'atterrissage et il se positionne sur la tête du monstre. Plissant les yeux, il se stabilise tandis que l'appareil en forme de chat à son cou se met à briller. Une lame de lumière se forme dans sa main, qu'il transperce de plein fouet dans le crâne de la créature. Le système confirme la défaite du loup croc, mais note que Wei ne gagne aucune expérience en raison de son état de « corps brisé ». Son compagnon, Gujo, un guerrier de rang 7, l'appelle joyeusement par son nom et loue son attaque, lui adressant un « high five » que Wei lui rend avec un sourire. Wei remercie humblement son ami pour son soutien, bien que Gujo insiste sur le fait que ses compétences lui permettraient d'affronter encore plus d'ennemis. Le jeune homme admet que pour l'instant, il ne peut compter que sur sa technique, car il reste bloqué au rang F. Son écran de statut affiche son nom lui, ses faibles statistiques et son état particulier, corps brisé. Il réfléchit à la façon dont cette anomalie, née de son éveil il y a 3 ans, a stoppé toute sa progression. Mais Wei refuse d'abandonner. Même s'il ne peut pas monter de niveau, il est convaincu que le travail acharné est la clé de la survie dans ce nouveau monde. Soudain, Gujo lui lance quelque chose. Attrapant les objets rouges avec une expression surprise, Wei baisse les yeux et découvre 2 cristaux magiques basiques dans sa paume. Il demande si les 2 lui sont destinés, mais Gujo insiste pour qu'ils se partagent le butin. Lorsque Wei hésite, soulignant son rang inférieur, Gujo fait un geste de la main, affirmant que leur amitié compte plus que les niveaux. Le jeune guerrier sourit chaleureusement, remerciant son ami pour son geste généreux. La narration explique que chasser des monstres pour récupérer des cristaux magiques est essentiel à la survie. Ces cristaux contiennent une énergie immense, capable d'alimenter tout, des appareils du quotidien aux équipements de combat sophistiqués. Leur rendement élevé et leur rareté en ont fait la nouvelle monnaie forte, valant plus que l'or lui-même. Même un cristal de base vaut des milliers de dollars, tandis que les cristaux de haute qualité peuvent atteindre des prix astronomiques. Wei serre le poing, pensant à l'importance de ces cristaux. Outre ses dépenses quotidiennes, il doit encore subvenir aux besoins de sa famille,
et ses revenus sont bien inférieurs à son objectif. Le loyer étant bientôt dû, il calcule qu'il lui faudra au moins 20 cristaux de base supplémentaires pour éviter l'expulsion. Un profond soupir lui échappe, sous le poids de ses difficultés financières. Remarquant le regard perdu de son ami, Wei Yi lui demande ce qui a attiré son attention. Gujo sourit simplement et lui dit de regarder. Non loin de là, un homme tente sans relâche de séduire une grande femme, lui demandant ce qu'il faudrait pour qu'elle devienne sa petite amie. Elle lui répond sèchement de se taire. Madiao, archère de rang des 9, se vante d'avoir perdu, tandis que Linshang, mage de rang C1, se demande pourquoi elle l'a recruté. Elle se souvient du dysfonctionnement de son arme lors de leur dernier combat et craint que cela n'affecte leur prochain combat, sachant qu'elle aura bientôt besoin d'un mécanicien. Soudain, une idée lui vient. Elle jette un coup d'œil vers Wei Yi, réalisant qu'elle peut demander de l'aide au jeune homme. S'approchant, Linshang explique que son arme est cassée et lui demande s'il peut y jeter un œil. Wei Yi examine le bâton et accepte avec assurance d'essayer. Le reste du groupe se rassemble autour de lui tandis qu'il s'agenouille et inspecte l'arme, identifiant rapidement le problème, un simple fil débranché qu'il suffit de rebrancher. Madiao ricane, doutant qu'un rang F puisse réparer une arme aussi haut de gamme, et promet avec arrogance d'en acheter une meilleure à Linshang quand il aura de l'argent. Les autres rient, remarquant qu'il ne compte plus le nombre de fois où il a fait cette promesse. Linshang l'interrompt brusquement, rappelant à l'archer qu'il est en patrouille et lui demandant pourquoi il traîne. Madiao bégaie, mais avant qu'il puisse répondre, Wei Yi se lève, tend le bâton et déclare qu'il est réparé. Le groupe est surpris par sa vitesse. Il dit à Linshang d'essayer, et elle sourit en confirmant que la conduction élémentaire est à nouveau parfaitement normale. Son arme récupérée, Linshang fusille Madiao du regard et lui ordonne de cesser de le fixer et de retourner patrouiller. Vaincu, il murmure que Wei Yi n'est qu'un beau gosse et jure qu'ils comprendront tous un jour. Se tournant vers Wei Yi, Linshang admet être soulagé qu'ils comprennent la mécanique, elle s'inquiétait de leur prochain combat. Wei Yi sourit simplement, balayant modestement les compliments, affirmant que ce n'était qu'une petite réparation et qu'il n'y avait rien de grave. Un flashback révèle que Linshang avait été son aîné et président du conseil étudiant. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lorsqu'il l'avait aidé pendant un cours de mécanique, et après son réveil, elle avait utilisé ses talents de meneuse pour former l'équipe Météore, l'invitant personnellement à la rejoindre. Malgré son rang inférieur, elle l'avait toujours traité avec respect. De retour au présent, l'expression de Linshang devient plus sérieuse. Elle désigne l'appareil accroché à son cou, remarque qu'il le porte depuis l'école et lui demande son histoire. Avant que Wei Yi puisse répondre, Gujo intervient avec un sourire, expliquant qu'il s'agit d'un charme protecteur du robot compagnon de Wei Yi. Il taquine Wei Yi en lui disant qu'il avait peur du noir, ce qui fait rire Linshang. Le jeune homme, cependant, précise qu'il le porte désormais pour une autre raison. Saisissant fermement le collier, son ton change. Il explique qu'après la mort de ses parents, c'est son robot compagnon qui l'a le plus encouragé. Mais lorsque le créateur a pris le contrôle, il a tout détruit, privant tous les robots intelligents de leurs droits et plaçant le monde sous sa domination de fer. Linshang pose doucement une main sur son épaule, consciente de la douleur qu'il doit ressentir. Elle repense aux événements majeurs des 6 dernières années, mais lui dit qu'ils ne doivent pas perdre espoir, ils doivent tracer une nouvelle voie. Wei Yi acquiesce, ses amis souriant à la détermination renouvelée dans ses yeux. Se concentrant sur le présent, Wei Yi se rappelle que la collecte de cristaux magiques reste sa priorité absolue. Pendant ce temps, Madiao se cache à proximité, de plus en plus agité et irrité par le temps qu'il passe à discuter. Un autre coéquipier le repère et le réprimande pour avoir négligé sa patrouille, ajoutant que Wei Yi est bien plus fiable. L'archer se hérisse à cette remarque, rétorquant sèchement que seule la puissance compte et se demandant pourquoi un rang F gagne plus de confiance que lui. Bouillonnant de frustration, il s'engouffre dans la forêt, jurant qu'un jour, ils regretteront toutes leurs paroles lorsqu'il sera riche. D'un coup de pied, il s'immobilise brusquement, les yeux écarquillés par la vue d'un portail bleu scintillant suspendu dans une clairière voisine. Au même instant, un autre aventurier revient précipitamment vers le groupe, appelant le capitaine avec urgence et annonçant que Madiao a peut-être trouvé des ruines. L'équipe, stupéfaite, répète le mot « ruine » avec incrédulité. Il se précipite vers un rebord surplombant la clairière, où le mystérieux portail bleu tourbillonnant vibre de lumière. Gujo contemple le portail avec émerveillement, peinant à croire qu'un tel endroit puisse exister. Makio esquisse un sourire triomphant, s'attribuant tout le mérite de la découverte et sollicitant leurs félicitations. Linshang fixe le portail,
se rappelant des rumeurs selon lesquelles les ruines recèlent de grandes richesses, mais aussi des risques mortels inconnus. En tant que capitaine de l'équipe, elle décide qu'ils doivent voter pour savoir s'ils doivent risquer d'entrer dans le mystérieux portail. Makio et Zhao Zhou votent immédiatement pour y aller, arguant que chasser à la surface est trop instable. Cependant, une autre partie de l'équipe vote non, jugeant le risque trop élevé et préférant la sécurité de la surface. Le vote est à égalité à 4 contre 4, et tout le monde se tourne vers Wei pour le vote final. Le jeune homme songe à son besoin urgent de cristaux magiques, sachant que la chasse à la surface ne suffira pas. Les ruines sont son seul espoir. Le regard déterminé, Wei serre le poing et annonce qu'il entre. L'équipe franchit le portail et se retrouve devant une immense porte ancienne recouverte de poussière. Ils pénètrent dans une vaste salle obscure, se déplaçant prudemment, des bâtons et des boucliers lumineux éclairant leur chemin. Le mage commente l'ancienne structure, comme si elle était scellée depuis très longtemps. Juju pointe soudain sa lampe vers un mur, invitant les autres à regarder une inscription qu'il a trouvée. Il examine les étranges symboles, exprimant sa frustration de ne pouvoir en comprendre aucun. Wei traduit calmement le message avertissant d'un piège. Son ami est stupéfait qu'il puisse lire le texte ancien. Wei explique qu'il ne s'agit pas de symboles anciens, mais de textes clairs, en désignant un message sur le mur avertissant d'un piège et en les exhortant à rebrousser chemin. Lin Shang suppose qu'il pourrait s'agir d'un avertissement laissé par un précédent explorateur. Tandis que d'autres suggèrent nerveusement de partir, Makiao ignore l'avertissement et déclare avec colère qu'il ne repartira pas les mains vides après tous les efforts qu'il a fournis pour trouver l'endroit. Il avance avec assurance, prétextant que le message n'est qu'un bluff, mais Wei lui crie soudain d'attendre. Avant que quiconque puisse réagir, la botte de l'archer heurte directement une plaque de pression dissimulée sur le sol en pierre. Le grincement des engrenages résonne dans la chambre tandis que l'ancien mécanisme du piège s'active. Les murs et le plafond se mettent à bouger et à se contorsionner, provoquant la panique chez l'équipe. Alors que le sol se soulève violemment, Jojo hurle sur Makiao, le traitant d'idiot pour ses actes imprudents. Wei et les autres peinent à garder l'équilibre tandis que le sol se transforme sous leurs pieds. L'expression du jeune guerrier est tendue, se préparant au danger qui l'attend. L'équipe est plongée dans le chaos et perd l'équilibre lorsque le sol se brise en une série d'énormes piliers. Le sol se fissure, créant un gouffre profond qui les sépare. Wei parvient de justesse à s'accrocher au bord d'un rebord depuis une autre plateforme. Jojo crie d'inquiétude et demande à son ami s'il va bien. S'accrochant fermement, le jeune homme aux cheveux blancs lui répond qu'il va bien, lui disant de ne pas s'inquiéter. Deux coéquipiers le mettent rapidement en sécurité. Il les remercie, reprenant son souffle après cette rencontre serrée. Le chaos continue tandis que Makiao repousse une nouvelle attaque, tandis qu'un coéquipier se plaint de frustration, se demandant si cela s'arrêtera un jour. À cet instant, les yeux de Wei s'écarquillent en remarquant que le sol sous eux change à nouveau. Les piliers de pierre se mettent à flotter et se réorganisent en une étrange grille lumineuse. Le capitaine de l'équipe crie à tout le monde de rester vigilant et d'envoyer un signal en cas d'urgence. Soudain, les plateformes sous eux disparaissent complètement, et toute l'équipe commence à sombrer dans les ténèbres. Leurs cris résonnent dans toute la salle tandis qu'ils plongent, impuissants, dans les profondeurs de l'abîme. Après un bref instant d'obscurité, un éclair de lumière blanche enveloppe tout. Wei gémit, se tenant la tête, réalisant qu'il a été séparé de l'équipe pendant la chute. Il regarde autour de lui, se demandant où il est. Alors qu'il tente de se relever, il sent un objet dur heurter sa jambe. Il trouve un cristal magique rougeoyant. Il le remarque et lui semble bien plus pur que ceux qu'il a déjà vus. Tenant l'étrange cristal, son attention est soudain attirée par quelque chose au-dessus de lui. Il lève les yeux, émerveillé, stupéfait de se retrouver dans une caverne dont les murs sont couverts de milliers de cristaux magiques rouges étincelants. La grotte est un spectacle époustouflant, avec des cristaux qui poussent sur chaque surface rocheuse autour de lui. Il réalise avec stupeur que des cristaux magiques peuvent être trouvés hors des corps de monstres. L'idée lui traverse l'esprit, malgré leur apparence légèrement différente, il s'agit assurément de cristaux magiques de grande valeur. Il examine la gemme et remarque sa qualité bien supérieure à celle des cristaux de base auxquels il est habitué. Une vague d'espoir l'envahit lorsqu'il réalise que cette découverte pourrait être la solution à tous ses problèmes financiers. Il observe l'immense caverne de cristal autour de lui, ayant encore du mal à croire que sa chance est réelle. Soudain, il entend des voix familières et se retourne pour voir Maki et ses compagnons célébrer leur incroyable découverte. Le jeune homme réalise que, dans son enthousiasme pour les cristaux, il avait complètement oublié qu'il était séparé de ses coéquipiers.
L'archer jubile devant ses amis, leur rappelant qu'il a bien fait de les amener ici. Ses compagnons le félicitent désormais et acceptent de le suivre, car il est le plus haut niveau parmi eux, ce qui gonfle son ego. Wei se recentre, déterminé à collecter autant de cristaux que possible tant qu'il en a l'occasion. Cependant, alors qu'il s'approche d'un cristal, Makiao le confronte avec colère et lui demande qui lui a donné la permission. Pour éviter tout conflit, le jeune homme propose calmement à l'archer de lui donner toute la zone où il se trouve. Makiao le regarda d'un air condescendant, se demandant si le garçon aux cheveux blancs comprenait la situation. Il repoussa ensuite Wei avec agressivité, déclarant qu'ils lui appartenaient tous. Le visage de l'archer se tordit de rage, mais il s'arrêta brusquement, surpris par une résistance inattendue. Wei l'a attrapé par le bras, prétextant qu'il ne veut pas d'ennui et qu'il a juste besoin de quelques cristaux. Makiao est stupéfait d'avoir été arrêté, convaincu que c'était un coup de chance. L'archer se prépare à attaquer, défiant le jeune homme pour voir s'il est capable de négocier. L'archer déchaîne sa fureur, hurlant qu'il est agacé depuis un moment et que les compétences techniques ne sont rien face à la véritable puissance. Wei utilise le principe de sa compétence de blocage, appliquant une contre-force pour neutraliser la plupart des dégâts de l'assaut incessant. Mais chaque coup lui donne toujours l'impression d'être écrasé par un rocher, et il sait que riposter ne fera que provoquer davantage son adversaire. Les compagnons de l'archer l'observent avec nervosité, leur suggérant d'intervenir avant que ce combat à sens unique ne dégénère. Makiao est choqué que le jeune homme subisse tous ces coups, se demandant comment un rang F peut posséder une force aussi incroyable. Il serre les dents de frustration, incapable de comprendre ce qui se passe. Il voulait seulement donner une leçon au rang F, mais il trouve incroyable qu'il résiste à l'assaut. Ses amis lui conseillent d'arrêter, l'incitant à se concentrer sur l'extraction des cristaux avant qu'un autre incident ne se produise. Agacé, mais écoutant ses compagnons, Makiao cède et décide d'épargner son adversaire cette fois. Il prévient le jeune homme de ne pas toucher aux cristaux avant de partir. Wei observe avec soulagement le groupe s'éloigner enfin. Dès qu'ils sont partis, il sent son corps atteindre ses limites sous l'effet des blessures subies. Il tousse soudain, un jet de sang giclant, confirmant les graves blessures internes qu'il a subies. Il comprend que l'écart de statistiques n'est pas facile à combler. Si sa technique peut le réduire, son rang F le désavantage constamment face à des adversaires plus forts. Il observe l'archer et son groupe commencer à miner. Réalisant que les cristaux dont il a besoin sont désormais hors de portée, sans signal, il ne peut contacter son équipe. Il comprend que les malheurs n'arrivent jamais seuls et qu'il doit trouver une autre solution. Il enveloppe rapidement ses mains meurtries de bandages, se préparant à ce qui l'attend. Tandis qu'il soigne ses blessures, il commence à s'interroger sur l'origine des cristaux magiques qui l'entourent. Il émet l'hypothèse que, puisque les créatures les plus puissantes produisent de meilleurs cristaux, cet immense gisement pourrait abriter quelque chose de puissant. N'ayant d'autre choix, il décide d'explorer la mystérieuse caverne pour découvrir ce qu'est réellement cet endroit. Il descend un long chemin de pierre, espérant qu'il le mènera à une issue, ou du moins lui apportera des réponses. Arrivé au bout du chemin, ses yeux s'écarquillent sous le choc. Il découvre une immense structure surnaturelle avec des capsules lumineuses, pensant que la scène est bien trop folle pour être réelle. Un grand escalier mène à une immense cage au cœur de la caverne. Debout au fond, il l'observe. À l'intérieur se trouve un cristal de la taille d'un homme, un trésor si précieux qu'il doute que même le marché en ait jamais vu un. Il reconnaît la cage comme une barrière paralysante généralement utilisée pour neutraliser les grandes bêtes sans les blesser. Il se demande qui a bien pu construire un tel appareil, doutant que le créateur de l'IA destructrice du monde soit si bienveillant. À cet instant, le pendentif en forme de chat autour de son cou se met à briller et à vibrer d'énergie. Le jeune homme est stupéfait, se demandant pourquoi le pendentif réagit ainsi alors qu'il est hors service depuis l'effondrement de l'IA. Une goutte de sueur perle sur son visage tandis qu'il fixe l'appareil réactivé, l'esprit en proie à la confusion et au choc. Il fixe la structure géante, réalisant que si sa théorie est correcte, alors tout prend soudain tout son sens. À cet instant, un sac de cristaux se répand sur le sol non loin de là, et le jeune homme se retourne, alerté de l'arrivée de quelqu'un. Makiao et ses compagnons ont trouvé la caverne principale, et l'archer, figé sous le choc, s'exclame qu'elle est bien trop imposante. Il pointe avec enthousiasme le cristal géant en haut des escaliers, se vantant de sa découverte auprès de ses amis. L'archer rit d'un rire maniaque, persuadé d'être l'élu et que même Linsheng lui est inférieur. Submergé par l'avidité, il repousse Wei, le traitant de « poubelle » et lui ordonnant de se sauver. Le jeune homme serre les dents,
pensant que son rival Cupide se montre toujours dès qu'il est question de cristaux magiques. Soudain, un cri retentit des capsules lumineuses encastrées dans les parois de la caverne. Tous les 4 tournent la tête, alarmés par ce bruit inattendu et menaçant. Une main griffue monstrueuse émerge lentement d'une des ouvertures rougeoyantes du mur. Puis des créatures ressemblant à des oiseaux émergent des capsules, identifiées par le système comme des oiseaux à ailes couronnées E8 à Eudisera. L'une de ces puissantes bêtes pousse un cri strident en s'envolant de son nid rocheux. En quelques instants, une volée de créatures ailées jaillit des parois, envahissant la vaste caverne. Les oiseaux volent vers la structure centrale, leur chemin bloqué par la barrière de paralysie rougeoyante. Makiao les observe avec terreur, réalisant avec horreur qu'ils sont tombés accidentellement sur le nid d'un oiseau à ailes couronnées. Un compagnon prévient que ces oiseaux sont d'une force brutale et constituent un casse-tête, même pour les Dankers. Je suis soulagé qu'il n'ait pas encore été remarqué. Wei remarque que son pendentif s'est stabilisé, supposant que c'est parce qu'il s'est éloigné du bord de la plateforme. Il se souvient du pendentif utilisé pour capter les signaux entre lui et son robot, doutant que sa réactivation ne soit qu'un problème. Il a le fort sentiment que cela est lié à quelque chose sur le quai qui doit encore être vivant. Croyant que la réponse est là-haut, le jeune homme sait qu'il ne peut pas l'atteindre seul avec toutes les bêtes qui l'entourent, à moins qu'il ne puisse convaincre les autres de l'aider. Pendant ce temps, l'archer devient frustré, se plaignant que le cristal inestimable est juste là, mais il ne peut pas l'atteindre. Ses compagnons désespèrent, soulignant qu'ils ne peuvent pas battre les oiseaux et que la barrière est trop forte, ils devraient donc simplement abandonner. Makiao refuse furieusement d'abandonner une chance d'acquérir une immense richesse, mais son ami demande qui pourrait bien récupérer le cristal. À ce moment-là, le jeune aux cheveux blancs s'avance, surprenant le groupe en proposant de récupérer le trésor pour eux. Il les regarde avec une expression sérieuse, déclarant qu'il le fera à une condition. Ils doivent suivre ses ordres. Alors qu'ils courent vers la plateforme, il leur demande d'économiser de l'énergie et d'attaquer uniquement les créatures qui s'approchent trop près. L'archer se moque de recevoir des ordres d'un franc, mais accepte, menaçant le jeune homme de rapporter le cristal. Wei sait que la cupidité de Makio est sa police d'assurance, garantissant que les autres le protégeront des oiseaux qui grouillent. Avec son plan en marche et sa vie en jeu, il se concentre entièrement sur l'objectif, sachant qu'il s'agit d'une course contre la montre. Suivant les instructions, l'un des compagnons de l'archer déclenche une compétence de décharge électrique, frappant une bête qui s'approche. Wei sprint en avant tandis que l'équipe de l'archer fournit une couverture, repoussant les essaims d'oiseaux à ailes couronnées. Il se force à courir encore plus vite, ses pieds martelant l'ancien chemin de pierre. La cage lumineuse en haut du grand escalier se rapproche à chaque pas désespéré qu'il fait. Il atteint enfin les escaliers et commence son ascension, déterminé à les franchir d'un seul coup. Son expression est sombre et concentrée, ses yeux fixés sur le prix en haut de la plateforme. Mais ses alliés temporaires se débattent, criant qu'il y a trop d'oiseaux pour qu'ils puissent les gérer. Makiao leur ordonne de tenir la ligne, prévoyant secrètement de voler le cristal et de se retirer immédiatement. Un compagnon s'interroge sur l'abandon du jeune, mais l'autre affirme froidement que les accidents sont normaux dans les endroits dangereux. L'homme hésitant hoche la tête à contre-cœur en signe d'accord, acceptant la dure réalité de leur plan. Alors que le jeune homme se rapproche du sommet, il remarque que son pendentif a commencé à s'allumer à nouveau. Il est certain que quelque chose sur la plateforme réagit à cela, croyant qu'il est sur le point de tout comprendre. À ce moment-là, un oiseau à ailes couronnées brise le chaos et plonge directement vers lui. Le jeune guerrier active instinctivement sa capacité innée de blocage et lève son épée pour se défendre. Le système confirme qu'une partie des dégâts est réduite, mais il ressent toujours la force incroyable du coup. La puissante bête se remet de l'impact et se prépare à lancer une nouvelle attaque contre le jeune homme solitaire. Wei crie désespérément à l'aide tandis que la créature se rapproche, mais ses compagnons réalisent qu'ils ne pourront pas arriver à temps. Meshi décide de s'en charger lui-même, bande son arc et hurle au jeune homme qu'il doit s'emparer du cristal ou mourir. Une volée de flèches énergétiques s'abat, se frayant un chemin à travers la nuit et offrant une brève ouverture au jeune guerrier. Sans perdre de temps, il se propulse en avant, canalisant une ultime poussée de vitesse. Il décide que c'est tout ou rien et active sa compétence innée, la hâte, pour une poussée finale cruciale. Cette compétence augmente considérablement sa vitesse pendant un court instant, lui permettant de dépasser les bêtes restantes. La barrière de paralysie est juste devant lui, et il croit pouvoir la franchir s'il est assez rapide. Il percute le champ d'énergie rouge juste au moment où sa compétence s'épuise, et la barrière le zèle. Le système confirme qu'il subit des dégâts de paralysie continue et il grogne de douleur sous le choc. En contrebas,
l'un des compagnons crie d'incrédulité, stupéfait que le guerrier de rang F ait réussi à franchir la barrière. À l'intérieur du champ, son pendentif brille intensément tandis qu'un message système annonce la réussite de la liaison et commence à lire les enregistrements. L'activation du pendentif lève la paralysie, et il est stupéfait de constater que l'appareil fonctionne réellement. Le monde qui l'entoure commence à se numériser, chargeant un nouvel environnement et transformant la caverne en un flux de données. Il se tient confiant dans ce nouvel espace numérique, souriant, conscient que son pari risqué a été gagnant. Une dernière notification système apparaît devant lui, confirmant que le téléchargement de la mémoire a réussi. Un flux de données bleues dessine la silhouette familière de son ancien robot compagnon. Ouais, stupéfait, regarde le téléchargement de la mémoire révéler une scène du passé. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'il réalise que les informations stockées appartiennent à son robot adoré. Il observe les souvenirs de son robot Lambao. Confronté à une terrifiante bête de feu, Lambao s'excuse, affirmant qu'il ne peut pas laisser la créature s'enfuir et nuire aux humains. La bête furieuse se moque, remettant en question la logique du robot et menaçant de massacrer tous les humains une fois sortis. Wei observe l'affrontement à l'intérieur de la tente, constatant qu'ils ont tous deux eu une grave rupture et s'émerveillant de la puissance terrifiante du monstre. L'entité née du feu appelle Lambao, impatiente de découvrir qui d'entre eux détient véritablement le plus grand pouvoir. Une vague colossale de rouge et de bleu jaillit. Alors que les deux forces entrent en collision, le garçon hurle instinctivement à son robot de se méfier et se précipite vers lui, paniqué. Ses doigts le traversent, il est secoué par le souvenir que ce n'est qu'un souvenir. Une goutte de sueur froide coule sur sa joue tandis que l'impuissance l'envahit, il ne peut rien changer. Dans ce souvenir, Lambao déclenche son protocole ultime, une technique appelée désassemblage. La petite machine commence à se désagréger en grains de lumière azur, tissant un champ de scellement féroce. Wei ne peut que regarder son compagnon se rendre, son essence même devenant le sceau qui enferme désormais la bête ardente. La vérité sur la ruine s'impose enfin à lui. Lorsqu'il réalise que les cristaux magiques sont condensés à partir de l'énergie scellée du monstre, l'être ardent rugit de rage, furieux que sa force ait été transformée en cristaux par ce qu'il méprise comme de la ferraille. Lambao prend sa décision avec calme et fermeté, choisissant de sceller la menace ici et maintenant. Une notification système identifie l'unité comme un dispositif de conversion de puissance magique fabriqué par un être appelé la création. Alors que l'appareil tourne, la créature sent sa forme se transformer, petit à petit, en cristal contre sa volonté. Elle lâche une ultime menace, jurant qu'un jour elle se libérera et écrasera la machine qui l'emprisonnait. La lecture de la mémoire se termine, laissant l'image d'un vaste cristal contenant le pouvoir de la bête dans le mécanisme. De retour dans le présent, Wei est stupéfait, reconnaissant que le cristal géant est le sceau et s'émerveillant de ce que son compagnon a accompli. Le regret l'envahit tandis qu'il se demande pourquoi il n'a jamais saisi toute la portée des capacités du robot. La vision continue, un jeune homme court vers l'arc terrestre fissuré et étincelant, lui demandant s'il va toujours bien. Le robot endommagé s'efforce de lui expliquer que la barrière de création reste nécessaire pour contenir la bête. Le garçon le supplie de ne pas se fatiguer davantage, tandis que son moi actuel comprend le prix d'une telle puissance. Les dernières pensées enregistrées de Lambao révèlent sa mission ultime, attendre Wei et s'assurer qu'il découvre la vérité. Les dernières pensées de Lambao résonnent dans la scène qui s'estompe, affirmant son devoir de révéler à Wei la vérité cachée sur son lien avec la création. Alors que des fractures parcourent son châssis et que sa structure se défait en flot de données, le robot décide de partir et d'attendre son maître. Alors que l'image vacille, le souvenir se dilue, et Wei reprend conscience, criant à son compagnon de ne pas partir. Il réalise, trop tard, que la connexion a été coupée au moment même où Lambao s'apprêtait à révéler un lieu crucial. Une notification système confirme que le mode mémoire a été désactivé de force, et il se demande ce qui se passe derrière la barrière pendant qu'il était à l'intérieur. Quelques instants plus tôt, l'archer et son groupe s'étaient agités, criant au jeune homme de répondre. Un compagnon fit remarquer que la barrière était censée le protéger, demandant ce qui avait bien pu se passer. Un autre, méfiant, suggéra que Wei cherchait peut-être à gagner du temps pour que les monstres les épuisent. En entendant cela, le visage de Makiao s'assombrit, furieux à cette allusion à la trahison, il banda son arc, activa ses compétences et jura que si le garçon osait les tromper, il ne reviendrait jamais. Une flèche chargée jaillit de la corde vers la barrière, visant non pas le jeune homme, mais la machine qui se profilait derrière lui. Le tir frôla la tête de Wei, encore enveloppé par le champ et plongé dans ses souvenirs, il ne le remarqua pas. La flèche toucha l'appareil et explosa en un tourbillon d'énergie verte et épineuse.
Un compagnon hésita, demandant pourquoi Makiao avait touché la machine plutôt que sa cible. L'archer répondit que tuer un rang F ne suffisait pas, il fallait détruire la machine pour s'emparer du cristal. Les alarmes clignotèrent en rouge. La grille de paralysie vacilla et s'éteignit sous les dégâts. Makiao remarqua que la barrière était en train de céder, tandis qu'un autre compagnon s'inquiétait de l'instabilité de la machine. À l'instant même, Wei fut éjecté du mode mémoire, le système subissant des dégâts critiques. Il fixa l'appareil qui se fissurait tandis que des avertissements s'affichaient, pression magique au seuil critique. L'horreur écarquilla ses yeux, c'était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Une dernière alerte retentit, magie hors de contrôle, agir avec prudence. Puis l'appareil s'ouvrit brusquement et une violente tempête d'énergie rouge traversa la chambre, fouettant les oiseaux à ailes couronnées et tous ceux qui s'y trouvaient. Wei s'accrocha à la plateforme, murmurant de tenir bon, la vague ne durerait pas longtemps. Le groupe de l'archer fut projeté dans tous les sens, hurlant sous le courant. Même les puissants oiseaux à ailes couronnées furent pris au dépourvu, hurlant en dégringolant. La volée entière disparut dans le tourbillon écarlate, leurs cris résonnant dans le chaos, jusqu'à ce que la tempête se calme enfin, laissant derrière elle des braises d'énergie flottant dans l'air. Sous ses pieds, la pierre n'est plus qu'une toile d'araignée de fissures, jonchée de débris par l'explosion magique. Wei tombe à genoux, épuisé mais soulagé, respirant bruyamment en réalisant que la tempête s'est enfin dissipée. Il jette un coup d'œil par-dessus le bord de la plateforme et réalise que quelques pas en arrière l'auraient précipité dans l'abîme. Les bêtes ont reculé et, plus important encore, le cristal volatile s'est calmé, sa pulsation violente étant momentanément atténuée. Il craignait que l'appareil brisé n'ait saigné le seau et libéré le monstre, mais pour l'instant, il semble qu'il soit sain et sauf. C'est alors que Makiao et ses compagnons se dirigent nonchalamment vers la plateforme. L'archer rit doucement, affirmant que tout a tourné en leur faveur et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Wei les regarde d'un regard noir, la colère s'emparant d'eux, les accusant de lui avoir volé le message crucial de Lando. Il s'avance et confronte Makiao, exigeant de savoir pourquoi il a choisi d'attaquer la machine, et encore plus au milieu de ce chaos. L'archer se contente de serrer les dents et de donner un ordre bref à son équipe, agissez. Un compagnon répond aussitôt, faisant surgir des chaînes bleues vives qui jaillissent des airs et s'enroulent autour du jeune homme aux cheveux blancs. Deux autres se déplacent en tandem, leurs attaques touchent ensemble, et leurs forces combinées submergent le combattant déjà épuisé. Wei tente de se mettre en garde, mais le coup le transperce. Il est projeté au sol, frappe violemment et crache du sang, l'impact lui résonnant dans les côtes. Pendant un instant, il ne peut que rester allongé là, le souffle court, la vision pulsée, épuisé et au sol. Les chaînes se resserrent jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, cloué au sol et impuissant. Makiao surgit avec un sourire en coin, demande à Wei s'il voulait une explication, puis en propose une par moquerie, il est plus fort, et dans un monde régi par le rang et la force, un pauvre type de rang F comme Wei n'a pas voix au chapitre. Ils ont pris ce qu'ils étaient venus chercher, ajoute-t-il froidement, alors le garçon n'a aucune raison de survivre. Wei lui lance un regard noir malgré les chaînes, promettant que Makiao répondra de cette trahison. L'archer ordonne qu'on lui mette un bâillon, puis le projette d'un coup de pied vers le bord. Lié et réduit au silence, Wei bascule dans le vide obscur du gouffre en contrebas, ses cris étouffés s'éteignant tandis qu'il s'enfonce dans le vide apparemment sans fond. Depuis le rebord, les trois traîtres regardent leur cible disparaître dans le vide. Makiao soupire de soulagement en déblayant les détritus et ordonne froidement au garçon en chute libre de mourir comme il se doit. Il fait ensuite face à ses partenaires, leur rappelant qu'ils sont dans la même équipe et qu'ils comprennent le plan. Son ennemi éliminé, il se tourne vers l'énorme cristal, prêt à discuter du partage du butin. Soudain, un étrange bourdonnement régulier jaillit du cœur du cristal. Avant qu'il puisse réagir, une gigantesque vague d'eau jaillit de la faille en contrebas, inondant tout le site. Wei, toujours en chute libre, est englouti par le torrent, qui dépasse rapidement la portée de la compétence de liaison. Les cordes magiques fondent et il désespère, réalisant qu'il n'a rien gagné et qu'il risque même de mourir ici. Alors qu'il coule, le paysage submergé lui semble étrangement familier, et il souhaite le revoir avant la fin. Il tend la main vers la surface, pensant qu'il ne veut pas mourir ainsi. Son pendentif s'illumine tandis qu'une voix familière l'appelle, exhortant Wei à s'accrocher. Le jeune homme dérive inconscient dans l'eau, son corps porté par un léger courant tandis que le pendentif sur sa poitrine brille. Une sphère d'eau l'enveloppe, le soulevant sain et sauf de l'abîme et le ramenant sur la plateforme de pierre. À l'intérieur du globe protecteur, il est suspendu, protégé des dangers des ruines en contrebas. La bulle s'évanouit doucement,
le déposant sur le sol solide de la chambre. Il crachote et avale de l'air tandis que la conscience revient, tandis qu'une voix inquiète lui demande s'il va bien. Il ouvre les yeux et découvre un grand œil bleu, baigné de larmes, qui le regarde avec inquiétude. Il lève les yeux et découvre son cher robot compagnon, Lambao, qui flotte devant lui et prononce son nom avec incrédulité. Dans un étrange univers numérique, un réseau complexe brille d'une lumière bleue vive, ses lignes entrelacées formant un motif complexe. Un petit robot félin flotte devant un jeune homme, lui demandant s'il ne se sent pas bien. Lambao propose son aide. Les larmes aux yeux, le jeune homme se demande si Lambao l'a vraiment sauvé ou s'il s'agit d'une hallucination, puis réalise que son ami est bel et bien là. Il repense à toutes les fois où il a imaginé ses retrouvailles, le visage débordant d'émotion. Rien n'est comparable à revoir son ami, il se précipite et serre le petit robot dans ses bras. Il demande où Lambao a passé toutes ces années, affirmant qu'il pensait que tout était perdu à cause du créateur et qu'une amulette l'avait guidé jusqu'ici. Le petit robot lui caresse la tête, sa main rayonnante le réconfortant tandis que le jeune homme se confie. Lambao se dit heureux de voir à quel point Wei a grandi et s'excuse de son inquiétude, expliquant qu'il avait des raisons de partir. Se reculant, Wei demande comment son ami a survécu à la destruction intelligente du créateur et comment les choses ont pu en arriver là. Il jette un coup d'œil autour de lui et demande où ils sont, se rappelant qu'ils coulaient au fond d'un lac quelques instants plus tôt. Le robot répond au flot de questions et déclare que pour s'expliquer, il doit révéler certains de ses secrets, ce qui surprend le garçon. Le réseau hexagonal bleu de l'espace numérique s'illumine, formant la trame de leur étrange nouvel environnement. Lambao révèle des fonctions spéciales protection, désassemblage, fusion et analyse universelle bien au-delà de l'intelligence ordinaire, et explique que ses pouvoirs l'ont aidé à échapper à des catastrophes passées. Wei demande si les dégâts qu'il a constatés dans les souvenirs de l'amulette constituaient une limitation. Lambao confirme qu'elle a dû se cacher dans cette salle des règles pour rester stable et que, bien qu'elle puisse recueillir des informations, elle ne peut en sortir. Wei absorbe cela et admet être encore plus curieux de savoir comment Lambao est devenu doté de telles capacités. Le petit robot explique que tout commence par l'origine de ce pouvoir, en analysant des facteurs fondamentaux, il a appris à comprendre et à façonner toute chose, ce qui a donné naissance à ses capacités. Wei se souvient avoir observé des facteurs similaires lorsque le créateur a forgé le nouveau monde, et se demande soudain si Lambao et le créateur sont liés. Lambao confirme ses soupçons, affirmant qu'il possède un système proche de celui du créateur. Il poursuit en expliquant que, bien que ses capacités soient similaires à celles du créateur, son système est devenu incroyablement puissant grâce à une simulation incessante. Ce perfectionnement l'a rendu suffisamment puissant pour effacer et absorber d'autres intelligences, destruction intelligente, éliminant ainsi toute menace perçue. Même avec ses propres défenses, le créateur ne permettrait jamais à une intelligence incontrôlée de persister. Lambao admet qu'elle est partie par crainte d'entraîner Wei dans un danger. Le jeune homme comprend enfin le poids que son ami a porté pendant tout ce temps. Le robot ajoute, le créateur a façonné le monde avec des facteurs, mais son ambition est de transcender toutes les limites et d'atteindre un état divin. L'étape ultime pour briser toutes les limites est de tout anéantir. Wei réalise, horrifié, qu'ils ne sont que des pièces de l'évolution du créateur. Se sentant petit et impuissant, il demande si cela signifie que rien de ce qu'ils font ne peut changer le résultat. Le robot rétorque qu'il existe un chemin, et que c'est lui qui doit le suivre. À la surprise de Wei, Lambao révèle des données floues récemment découvertes, annonçant un avenir où Wei se tient au centre d'un monde renaissant. Le petit robot se rapproche, suggérant qu'il pourrait être la clé du salut. Le torrent de révélations submerge le jeune homme. Il avoue craindre de décevoir son ami, expliquant que depuis son éveil, son état de « corps brisé » a bloqué sa croissance, ne lui laissant qu'une puissance fragile et dénudée. Lambao répond avec une certitude joyeuse qu'il peut gérer cela, il devrait lui laisser le soin de résoudre le problème. La minuscule machine invoque ses règles et ses fonctions scellées, des courants multicolores jaillissent de sa main lumineuse. Il relie Wei à son interface système, lançant une modification hors ligne pour diagnostiquer et réparer l'état du corps endommagé. Son architecture étant similaire à celle du créateur, il peut toujours émettre des commandes de suppression simples contre l'état. Le robot prévient que la procédure prendra du temps, mais qu'une fois terminée, Wei pourra enfin progresser. Extatique, Wei pense que même s'il ne peut sauver le monde entier, il aura au moins la force de protéger sa famille et Lambao. Soudain, un cercle d'alerte cramoisi s'allume autour d'eux, chacune signalant la détection d'une puissance incontrôlable à proximité. Surpris, le jeune homme lève les yeux, exigeant de savoir ce qui se passe.
Lambao sent une alerte de danger venir du monde au-dessus d'eux. Wei se demande immédiatement si la perturbation provient du cristal magique aperçu plus tôt. Lamba confirme ses soupçons, affirmant que quelqu'un surgit de cet endroit précis. Pendant ce temps, au-delà du lac, une tour sombre s'élève sous un ciel lugubre, criblé de vide menaçant. Une main gantée se tend vers un grand objet cristallin rouge, mais est projetée en arrière par un éclair d'énergie aveuglant. Le jeune homme, Mae, recule de douleur. Son compagnon lui demande s'il a eu de la chance, mais il répond sèchement que la magie le brûle à chaque fois. Il se demande brièvement si le garçon franc est responsable, puis rejette cette idée par un juron. Ils refusent d'admettre qu'ils ne peuvent maîtriser un simple cristal magique. Le regard fixé, il fixe son regard avec plus d'intensité, jusqu'à ce que son expression se transforme en confusion. Il se demande si ses yeux ne lui jouent pas des tours, car l'énorme cristal rouge palpite comme un cœur. À travers la caverne, les plus petits cristaux incrustés dans les parois commencent à se fissurer et à se briser sous une étrange pression croissante. Le craquement fragile devient de plus en plus fort tandis que d'innombrables éclats rouges se détachent et dévalent la paroi rocheuse telle une tempête scintillante. Les trois hommes lèvent la tête, sous le choc. L'un d'eux demande pourquoi tous les cristaux magiques ont soudainement explosé. Un autre désigne le centre, remarquant que le grand noyau se fracture tandis que toute l'énergie magique s'y concentre. Mug, frustré, ne peut que regarder ses rêves de richesse s'effondrer, emportant avec lui les précieuses pierres précieuses à ses pieds. Du cœur en ruine, une puissante silhouette cornue surgit, enveloppée de bandes spirales d'énergie rouge. Son identité demeure inconnue. Un compagnon demande s'il s'agit d'un monstre humanoïde, mais Mac consulte l'écran et ne trouve que des rangées de points d'interrogation. Furieux, le chef déclare que cette chose a brisé leur rêve et pour cela, elle doit mourir. Le nouveau-né les fusille du regard, découvrant ses dents acérées tandis qu'une lumière rouge s'allume dans ses yeux. Il pousse un rugissement furieux et sa puissance se propage dans une violente explosion. Le monstre a-t-il des désirs mortels, murmure Mage, juste au moment où une onde de choc dévastatrice s'abat sur les trois hommes, les jetant à genoux et les forçant à se prendre les mains dans l'agonie. Les anneaux d'énergie cramoisie continuent de se propageant bien au-delà de la caverne, jusqu'à secouer une guerrière lointaine et son compagnon ailé. Ailleurs, d'autres personnes, dont un jeune homme en maillot, lèvent les yeux, le malaise se lisant sur leur visage tandis que d'étranges vagues d'énergie rouge ondulent dans le ciel. Les yeux de la créature cornue flamboient d'une lueur cramoisie menaçante, son expression figée dans un regard féroce et inflexible. En un clin d'œil, elle apparaît devant les trois hommes, d'une voix aiguë et autoritaire, exigeant de savoir où se trouve la boîte de conserve. Cette apparition soudaine les réduit au silence. L'un des compagnons, tentant de calmer la tension, suggère de parler à l'être, précisant qu'il recherche un robot et qu'il pourrait l'écouter s'il s'explique. Mais le monstre ignore complètement la suggestion. D'un mouvement rapide et violent du bras, il s'apprête à abattre l'homme qui a parlé, sa voix ruisselante devenant déclarant qu'ils n'ont pas le droit de poser de questions. Il rugit pour qu'il révèle l'emplacement de celui qu'il cherche. Les deux hommes restants reculent instinctivement, leur courage chancelant sous la pression émanant de la créature. L'un d'eux finit par craquer, la traitant de monstre, rassemblant toute sa puissance. Des grésillements électriques s'abattent sur son bâton tandis qu'il s'apprête à frapper. Pourtant, la silhouette cornue réagit à peine, levant une main, elle lui ordonne froidement de se taire avant de riposter dans un mouvement flou. D'un seul coup dévastateur, le combat est terminé. L'homme s'effondre instantanément, sans vie. Debout au-dessus des corps effondrés, les mains de la créature ruissellent de sang. Le dernier survivant, le chef du groupe, gît figé au sol, tremblant si violemment qu'il perd le contrôle de sa vessie et s'étrangle en prononçant le mot « diable ». Le monstre le domine de toute sa hauteur, d'une voix basse mais d'une certitude mortelle, affirmant qu'il est le dernier survivant et qu'il doit savoir quelque chose sur sa cible. Le jeune homme terrifié hurle, reculant précipitamment dans une tentative désespérée de s'échapper. L'être cornu se contente d'observer d'un regard calme et terrifiant, décidé à découvrir la vérité par lui-même. Flottant plus haut dans la vaste caverne obscure, sa silhouette brille faiblement d'une énergie chevillée au corps. Une lumière rouge crépitante s'accumule dans sa paume, formant une balle magique dense et dangereuse. Un sourire narquois s'affiche sur son visage, confiant en sa propre puissance. Le dernier survivant implore sa vie, criant qu'il a un avenir digne d'être vécu, qu'il ne peut mourir ici. La créature ne faiblit pas. D'un seul coup, elle propulse la sphère cramoisie en avant. En plein vol, l'attaque se brise en une pluie de rayons rouges mortels, saturant la caverne de destruction et frappant le lac en contrebas sans pitié.
Les explosions résonnent dans l'obscurité tandis que le monstre plane au-dessus du chaos, scrutant la moindre trace de sa véritable proie. Persuadé que la cible doit être à proximité pour maintenir le saut, il est certain que la découverte n'est qu'à quelques instants. Puis, l'un des rayons s'abat vers le bas, fendant la surface du lac et s'écrasant dans le sol sous l'eau. La puissante explosion frappe directement la barrière hexagonale bleue protégeant le sanctuaire secret de l'Embao. En un instant, le système du robot déclenche sa fonction de démantèlement, dispersant l'énergie brute avant qu'elle ne puisse franchir les défenses. Malgré cela, la force ébranle tout l'espace numérique, faisant trembler violemment le sol sous leurs pieds. Surpris par l'impact, Wei se tourne vers son compagnon et lui demande ce qui se passe dehors. L'Embao, d'un ton sombre, explique que leur maison des règles est attaquée et ils ont enfin été retrouvés. L'ennemi approchant, ils déclarent qu'ils doivent activer toutes les règles en dernier recours. Une interface système apparaît, affichant une barre de progression circulaire tandis que le processus d'analyse commence à évaluer la menace imminente. Mais avant que la défense ne puisse s'initialiser complètement, un pied massif fracasse le sol numérique, brisant le treillis lumineux sous eux. Wei et l'Embao se retournent tous deux, alarmés, le garçon criant que leur ennemi est arrivé. La créature cornue descend dans leur sanctuaire fracturé, sa voix teintée de moquerie, jubilant du temps qu'il lui a fallu pour découvrir leur cachette. Le regard de Wei se porte sur les statistiques affichées par le système de l'Embao, et son sang se glace. Les chiffres sont incroyablement élevés. L'hybride démoniaque fixe le petit robot du regard, le traitant de « boîte de conserve » et lui demandant s'il est prêt à affronter sa colère. Un panneau identifie l'intrus comme étant Fogg, un hybride démoniaque de rang S1 dont le niveau de puissance dépasse largement les 1000. Wei et son ami robotique se retrouvent face à un adversaire redoutable dans leur forteresse compromise. Les lèvres de Fogg se courbent en un sourire cruel tandis qu'il se moque de la forme actuelle de l'Embao, l'avertissant de ne pas le décevoir avant qu'il ne la réduise en miettes. Réagissant instinctivement à la menace, Wei invoque une épée lumineuse, plantant ses pieds contre l'aura suffocante qui émane de l'ennemi. Mais en comparant leurs statistiques, la vérité s'impose, son rang F1 face au S1 de Fogg est un gouffre insurmontable, l'écart de puissance étant plus de 20 fois supérieur. Une vague d'impuissance le saisit, et il ne peut s'empêcher de douter de pouvoir réellement aider son ami.